Bonjour Miguel Bonnefoy, je suis ravie de vous avoir à mes côtés donc, pour parler d'Héritage, votre troisième roman publié chez Rivage, après Le voyage d'Octavio et Sucre Noir. Alors il s'agit d'une saga familiale qui s'étend sur près d'un siècle à travers 4 générations et qui va dresser un pont entre 2 continents, puisqu'en effet tout commence en 1873 sur un coteau du Jura, alors que le phylloxéra est en train de dévaster les vignes françaises. Le patriarche de la famille Lansonnier, donc qui est alors un jeune homme issu d'une lignée de vignerons, va décider de s'arracher à sa terre natale et d'emporter avec lui le dernier pied de vigne encore sain, avec l'espoir de tout reconstruire en Californie. Mais évidemment, le hasard de la vie va en décider autrement, et c'est au Chili qu'il débarque, et ce n'est pas seulement un pied de vigne qu'il va planter, puisqu'il va engendrer une nouvelle génération de lansonniers qui va s'enraciner dans la communauté française de Santiago du Chili, et à qui il va transmettre justement cet héritage qui est un mélange de 2 cultures, la française et la chilienne. Et je pense que c'est ça avant tout dont tu as voulu nous parler, c'est-à-dire cette histoire finalement peu connue de l'immigration française au Chili, et tu nous montres très bien justement les liens qui se sont tissés entre les 2 pays à travers l'histoire du XXe siècle. Oui, tout à fait. Et je voulais, comme tu dis très bien, exhumer de l'oubli l'histoire folle, inspirante et fascinante des Français au Chili qui ont été des migrants eux aussi, et qui étaient autrefois ont quitté leurs terres arides dans des situations compliquées, dans des caravanes dangereuses, dans des odyssées homériques pour pouvoir se déplacer, trouver une vie meilleure et essayer de faire souche ailleurs. Peut-être qu'en racontant différemment l'histoire de la migration, je pouvais du coup raconter de nouveaux récits, et ces fictions orphelines, ces espèces de chimères un peu étranges peuvent donner une trajectoire plus profonde, parce que lorsqu'on arrive à prendre l'argile de la réalité et la transformer en fiction, ça permet parfois justement de créer des fables, de créer des contes, de créer une sorte de nouveau mythe qui peut être le début fertile pour une nouvelle avancée, un monde différent. Alors justement, cette famille va être meurtrie, endeuillée notamment par les 2 guerres mondiales, mais aussi par la dictature de Pinochet. Et vraiment, la mort accompagne cette famille. Et d'ailleurs, c'est pas anodin que vous ayez choisi le nom de Lazare pour l'un des personnages centraux du roman. Et finalement, nous raconter les événements tragiques du XXe siècle, mais du point de vue de ces franco-chiliens. Est-ce que c'était pas une autre manière finalement de montrer l'absurdité de la guerre et aussi de leur rendre hommage? Oui, montrer l'absurdité de la guerre, comme tu dis, mais ça me plaît davantage cette idée de l'hommage, car on oublie trop souvent l'histoire de ces Latino-Américains qui ont eux aussi participé à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. Il me semble que dans la Première Guerre mondiale, ils ont été près de 3000 à prendre des bateaux à Valparaíso, traverser l'Atlantique, aller servir un pays qu'ils ne connaissaient pas, aller défendre un drapeau d'une culture qu'ils connaissaient à peine, et se rendre compte à quel point il y avait non seulement un absurde, comme tu dis, il y avait une sorte d'ironie de l'histoire, il y avait une sorte de sarcasme comme ça des siècles, mais en plus, il y avait justement des peuples qui étaient en train de se déplacer encore une fois, et non pas pour une cause personnelle, mais pour une cause qui était collective. Alors, quelle plus belle manière de parler de littérature, si ce n'est d'ouvrir vers l'extérieur, plutôt qu'être sans cesse en train de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de soi, ces petites nuances, ces petits camailleux d'affaires, sinon au contraire, faire œuvre d'écrivain, c'est-à-dire de pouvoir exprimer le monde au lieu de le copier, c'est-à-dire quelque part de mentir pour mieux raconter la réalité, passer par la fiction pour être encore plus vraisemblable. Quelque part, je ne suis qu'un artisan du réel, ivre de fiction, comme un musicien peut être ivre de silence. Alors justement, tous les personnages qui peuplent ce roman se caractérisent par l'intensité de leur passion, qui deviennent presque parfois des obsessions. Par exemple, Thérèse, donc la femme de Lazare, elle, ce sont les oiseaux qu'elle collectionne par centaines. Sa fille, ce sera les avions, mais le grand-père, déjà avant, c'était les instruments de musique. Donc on voit qu'il y a une part de fantaisie, voire de folie, qui se transmet de génération en génération. Est-ce que c'était pas aussi cet héritage-là dont tu voulais parler, qui est un héritage
peut-être plus souterrain. C'est-à-dire que ce qu'on transmet à nos enfants, c'est pas seulement une identité, c'est aussi peut-être ce petit grain de folie que tu as montré dans tes personnages. Oui, bravo. Oui, j'aime beaucoup cette idée que tu as, en effet, de les tisser les uns les autres, de les fondre dans un creuset et montrer leurs différences. Oui, il y a sans doute un héritage de galerie souterraine qui est celui justement de passer une passion, de passer une évidence, de passer un dilemme, mais il y avait aussi cette envie de pouvoir montrer un héritage qui était peut-être un petit peu plus vaste et d'observer à quel point le plus bel héritage que pouvaient recevoir ces différents personnages était celui du métissage, était celui du croisement, était celui des passerelles et des traboules qui étaient dressées, tissées entre plusieurs pays, dans un dialogue entre plusieurs peuples, et de montrer que finalement, lorsqu'on a une binationalité ou lorsqu'on a plusieurs cultures dans son cœur ou lorsqu'on voyage, c'est une des rares façons qu'on peut montrer aux hommes et à l'humanité de pouvoir avancer dans quelque chose de différent. Donc les personnages, oui, chacun a et quelque part sa colonne, a son pilier, a sa nécessité, a sa couleur, a son parfum. Mais je ne voulais pas non plus créer des personnages caricaturaux qui soient unilatéraux, mais au contraire pouvoir leur donner des contradictions, pouvoir leur donner des croisements et montrer à quel point si d'un côté ils ont une force, ils ont une puissance, ils ont un enthousiasme, d'un autre côté ils ont aussi une fragilité, ils ont une faiblesse et ils ont une douleur. Alors tu parviens à créer tout au long du roman une atmosphère particulière qui va à un moment donné rendre possible le surgissement du surnaturel. C'est un récit dans lequel la magie va intervenir sous différentes formes et qui va donner souvent au texte une coloration assez poétique. Est-ce qu'il s'agissait pour toi de rendre visible une frontière entre les mondes ou bien justement grâce au pouvoir mystificateur de l'écriture dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que ça t'a permis de rendre la dimension merveilleuse de l'existence qui est faite de hasard et de mystère? Tout à fait. Alors il y a sans doute ça. Il y a aussi un autre croisement ou un autre métissage qui n'est pas celui des peuples, mais aussi un métissage de imaginaire collectif et de différentes littératures. C'est un roman qui est à la fois très français, puisque c'est une sorte de ode à la France. C'est une ode à la France non seulement par sa langue, par son travail, et au niveau de la culture et au niveau des traditions, mais également parce que la France a accueilli énormément de réfugiés politiques dans les années 70. Il y a 40 ans, elle a ouvert ses frontières pour qu'il y ait tout un flux de torturés, de gens qui étaient en prison, qui se retrouvaient en France pour pouvoir construire une vie meilleure. Et si aujourd'hui, moi, je suis en train de parler en français, c'est parce qu'il y a 40 ans, la France a ouvert ses bras pour recevoir justement ces réfugiés. Donc d'un côté, il y avait cette ode à la France, et d'un autre côté, il y avait une ode à la littérature latino-américaine, qui est une tradition plus orale, qui se passe davantage dans des nuances, était peut-être plus magiques, peut-être plus surnaturelles, peut-être plus merveilleuses, comme tu dis. Il s'agissait alors, comme un vin, de créer un dosage, que ce ne soit pas trop français, mais ce ne soit pas trop latino-américain non plus. Donc pouvoir faire une structure narrative, un échafaudage narratif où il y ait quelque chose de rigoureux, comme peuvent l'être les Français, et avoir de la précision et de l'exactitude dans les paroles, et à côté se permettre de temps en temps une injection de rebondissement, quelque chose de plus pétillant, quelque chose qui peut venir de l'au-delà, et qui viennent alors ensemble créer une sorte de couleur matissée. Merci beaucoup, Miguel. C'est vrai que lire vos romans, c'est vraiment partir en voyage dans un monde qui est plein de fantaisie, mais aussi de gravité, et un monde aussi où l'écriture a une sonorité particulière, et je vous invite donc à le découvrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bravo.